Chers collègues, amis, conseillers du commerce extérieur, cher Martin, chère Anne, bienvenue pour la deuxième partie de notre colloque, de notre réunion annuelle, qui est, je pense, la partie essentielle. Nous avons tous les ans nous essayons de trouver un sujet qui dépasse nos préoccupations au quotidien. Là, aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on l'ait trouvé parce que l'Ukraine est vraiment un sujet de nos préoccupations quotidiennes. Anne de Tanguy, bienvenue ici parmi nous à Berlin. Anne et moi, nous nous connaissons du série Sciences Po à Paris où nous nous croisions dans les couloirs il y a une vingtaine d'années. Anne était déjà la grande spécialiste de l'Ukraine depuis une trentaine d'années. Vous vous en occupez. Oui. Je vous fais une très brève présentation, pas à la française en donnant l'école primaire, etc. Mais Anne a été pendant très longtemps professeure à l'INALCO. Vous avez beaucoup fait de recherches sur la politique étrangère de la Russie. Vous travaillez sur l'Ukraine depuis très longtemps. Vous avez pendant des dizaines d'années, 17 ans je crois, vous étiez vice-présidente de l'Association française des études ukrainiennes. Et déjà en 2000, j'ai noté le titre du livre. Vous avez publié un livre, L'Ukraine, nouvel acteur du jeu international. Voilà, on s'en est tous rendu compte ces derniers mois que l'Ukraine, ce pays dont on connaissait le nom, mais pas toute la complexité, était devenu ajouter encore une complexité à notre monde qui est assez complexe comme ça. Et je me réjouis de savoir que vous allez nous éclairer sur la guerre en Ukraine, un point de bascule. Et la parole est à vous, Anne. Jacqueline, merci beaucoup et merci à tous de votre accueil. Je suis très heureuse d'être parmi vous parce que je trouve que les conseillers du commerce extérieur est un cercle formidable. Je disais à Jacqueline il y a un instant qu'il y a quelques années, on m'avait proposé d'en faire partie, ce que je n'avais pas pu accepter, mais ça m'avait beaucoup tenté. Merci d'être à Berlin. Ça me donne l'occasion, où je n'ai pas été depuis quelques années, de revenir dans cette belle ville qui change peut-être, qui a beaucoup changé aussi vite que le monde qui nous entoure. Et donc, je ne sais pas si je vais vous éclairer sur l'Ukraine ou sur les incertitudes qui recouvrent l'Ukraine, l'avenir de l'Ukraine et l'avenir de l'Europe qui est directement concerné. Autrement dit, je ne vais pas vous asséner des vérités, je vais essayer d'ouvrir un certain nombre de portes et en parler avec vous. Je suis très intéressée d'avoir votre point de vue et de pouvoir vous entendre. Alors, en fait, j'ai intitulé cette conférence, le titre que j'ai proposé, un point de bascule vers un monde qui est en train de changer en galopant, un monde qui a déjà beaucoup changé en raison de cette guerre terrible que la Russie a déclenchée en Ukraine. Alors, quelques mots rapides sur cette guerre avant d'en venir aux conséquences de cette guerre et donc au changement d'époque que nous connaissons. Cette guerre, vous êtes tous archi au courant, je voudrais simplement rappeler que c'est une guerre d'agression contre un État souverain qui ne menaçait nullement la Russie, une guerre qui en réalité n'a pas commencé le 24 février, mais en 2014 avec l'annexion de la Crimée, une guerre d'agression contre un voisin pacifique, une guerre de haute intensité pour la première fois en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puisqu'on est dans les premières, c'est aussi le premier conflit en Europe où le facteur nucléaire est explicite et où il joue un rôle qui est très important, influant à la fois la politique russe comme occidentale.
Ce n'est pas une guerre russo-occidentale, nous pourrons revenir là-dessus, mais l'Occident, c'est-à-dire comprenez, c'est un terme un peu rapide, mais bon, comprenons en tout cas l'Europe et les États-Unis, ne sont pas neutres, puisqu'ils ont pris fait et cause pour l'agresser contre l'agresseur et qu'ils apportent une aide, un soutien massif à la fois politique, économique et militaire au pays agressé. Une guerre qui concerne un État qui a fait partie de l'Empire russe pendant quelques 3 siècles et qui aujourd'hui, je cite le Conseil européen, fait partie de la famille européenne. Alors cette guerre, nous allons le voir et vous le savez, a déjà des conséquences qui sont multiples. Les conséquences économiques, on en parle tous les jours, l'énergie, les céréales, etc. Mais aussi des conséquences internationales et stratégiques sur lesquelles nous allons revenir. Pourquoi cette guerre ? Alors, Vladimir Poutine, vous le savez, a donné de sa décision une explication défensive. Il a expliqué que la Russie était confrontée, je le cite, à une menace majeure et sérieuse, émanant à la fois de l'Ukraine, qui, dit-il, a cherché à se doter de l'arme nucléaire et qui est hostile à la Russie, et émanant aussi des États-Unis qui a, je cite toujours M. Poutine, a un projet anti-russe. Autre argument de M. Poutine, la Russie doit défendre des populations russes qui sont, dit-il, victimes depuis 8 ans dans le Donbass d'un génocide, je le cite toujours. Cet argumentaire, ai-je besoin de le dire, est un mensonge total et il a été catégoriquement rejeté par les États occidentaux. Alors, sur les causes de cette guerre, nous pourrons y revenir pendant la discussion si vous le souhaitez. À mes yeux, il est clair que cette guerre est le résultat d'un conflit russo-ukrainien qui est très ancien, qui remonte à la période soviétique et même probablement avant la période soviétique. L'opération militaire spéciale, entre guillemets, lancée par M. Poutine, est, me semble-t-il, sans aucun doute, une guerre néo-impériale. Vladimir Poutine a engagé son pays dans une guerre d'un autre âge, avec comme objectif explicite de permettre à la Russie de reprendre le contrôle de ce pays, dont il n'a jamais reconnu la pleine souveraineté, d'empêcher l'émergence dans l'espace post-soviétique d'un pôle d'attraction concurrent de la Russie et de redéfinir l'architecture de sécurité européenne. Une guerre néo-impériale, c'est aussi un conflit entre 2 modèles de développement, clairement, celui autoritaire et conservateur porté par la Russie et celui démocratique et libéral porté par l'Union européenne et les États-Unis que l'Ukraine souhaite rejoindre. Et nous en reparlerons aussi, si vous le souhaitez, ce conflit russo-ukrainien, il s'est greffé dans un contexte d'antagonisme russo-occidental qui s'est développé au fil des années depuis les années 2000, depuis la fin des années 2000. La référence est toujours le fameux discours de Munich en 2007, le discours de M. Poutine à Munich, et un antagonisme qui joue un rôle très important dans la politique intérieure de la Russie. Alors, les leçons de ces maintenant presque 4 mois de guerre. La première leçon, c'est que les performances militaires russes n'ont pas été celles que Moscou attendait et n'ont pas été celles auxquelles les pays occidentaux s'attendaient. On s'attendait à une victoire inéluctablement rapide de la Russie. Vous le savez tous, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Deuxième leçon, nous y reviendrons, il y a beaucoup de choses à en dire. Deuxième leçon, les Ukrainiens ont opposé dès le premier jour une résistance farouche à l'envahisseur russe,
c'est une nation en armes, tout entière, qui est déterminée à défendre son territoire, qui s'est opposée aux forces armées russes. Et en fait, cette résistance absolument extraordinaire et remarquable montre bien la vitalité de la nation russe. M. Poutine explique à longueur de temps que la nation russe n'existe pas, mais là, c'est impossible. Ukrainienne, pardon. Merci de bien m'écouter. Ça montre bien la force de cette nation ukrainienne et nous verrons, si vous le souhaitez, dans la discussion que cette résistance ukrainienne, elle s'explique aussi par les erreurs d'appréciation à répétition qu'a fait la Russie. Autre caractéristique de ces presque 4 mois de guerre, la mobilisation massive de l'Union européenne et des États-Unis aux côtés de l'Ukraine, dans tous les domaines, y compris le domaine militaire. Et en fait, ce que je voudrais souligner, c'est que, bien sûr, ce sont des décisions qui sont prises par les États, mais en fait, ce que je note et qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que dans l'ensemble, alors bien sûr, nous en reparlerons, il y a des débats, il y a certains points de division, mais quand même, grosso modo, les opinions publiques occidentales sont favorables à l'aide apportée à l'Ukraine et aux États-Unis en particulier. En fait, le plan de soutien à l'Ukraine qui a été voté par le Congrès a reçu un large appui transpartisan, ce qui n'est pas fréquent aux États-Unis par les temps qui courent. Bon, ça nous amène à parler du devenir de cette guerre. À peu près tous les analystes s'accordent pour dire qu'on va vers une guerre qui est longue, et ça nous amène à tous les débats actuels sur les buts de guerre. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut chercher à obtenir un cessez-le-feu le plus vite possible? Est-ce qu'il faut au contraire chercher à aller jusqu'au bout, jusqu'à la défaite de la Russie? Là, il y a beaucoup de points d'interrogation. Je suis sûre que nous en reparlerons dans le débat. Alors, j'en viens maintenant au changement d'époque. Changement d'époque, cette guerre est d'abord une tragédie pour l'Ukraine. Elle est un séisme pour les voisins occidentaux et orientaux de la Russie. Elle l'est aussi pour l'Europe, qui est précipitée pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale dans une guerre de haute intensité. Alors, projetons-nous un instant au début des années 90. Rappelons-nous, novembre 90, grande conférence à Paris des États membres de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, qui n'était pas encore organisation, qui était le seul organisme pan-européen et qui a affirmé alors, je cite, « L'ère de la confrontation et de la division en Europe est révolue, l'Europe entière et libre prend un nouveau départ ». Et ce nouveau départ, il était conforté par le processus de démilitarisation, de désarmement et de mesures de confiance qui étaient développées au même moment. Quelques mois plus tard, l'Union soviétique s'effondrait et nous avions un Boris Eltsine à la tête de la Russie qui annonçait que son objectif était de faire de la, je cite, nouvelle Russie, une puissance démocratique dotée d'une économie de marché, une puissance, je cite, civilisée et normale, dont les vrais amis étaient les pays occidentaux. Et à ce moment-là, on a eu l'impression que les États occidentaux et puis les anciens soviétiques, tous les pays d'Europe centrale et orientale, en fait, se réconciliaient et que du coup, on avait des rapports qui étaient des rapports intra-occidentaux basés sur des valeurs communes. J'ai juste rappelé ça pour que vous mesuriez le changement fondamental avec tout ce qui arrive. Là, clairement, l'invasion de l'Ukraine marque la fin de cette époque,
les choses avaient beaucoup évolué au fil de ces 30 années, surtout en fait à partir du milieu et de la fin des années 90, il reste qu'il y a quand même un point de départ. Alors, je voudrais développer 3 points. Le premier, c'est que l'invasion de l'Ukraine confirme sa sortie de la sphère d'influence russe et son intégration dans la communauté euro-atlantique. Le second, c'est que s'il y a un changement d'époque, c'est aussi parce que cette guerre marque sans nul doute un tournant dans l'histoire de la Russie. Et enfin, d'autre part, que le tournant, il est aussi pour l'Europe. Nous allons le voir. Alors, l'Ukraine. L'ancrage de l'Ukraine à l'Union européenne est déjà une réalité depuis déjà plusieurs années. Rappelons que l'Ukraine, vous le savez tous, je ne fais que le rappeler, a signé un accord d'association en 2014 avec l'Union européenne qui comprend un accord de libre-échange approfondi, qu'elle bénéficie d'un régime sans visa pour les courts séjours, que les ressortissants ukrainiens sont depuis très longtemps très nombreux à faire des études, à travailler, à séjourner dans les pays de l'Union européenne, ce qui explique d'ailleurs en partie la chaleur de la solidarité qui s'est développée avec les réfugiés. Et aujourd'hui, cette guerre a donné une nouvelle impulsion à cet ancrage, l'Ukraine ayant officiellement déposé sa candidature à l'Union européenne. Alors, tout ça, ce sont des faits, et donc c'est important de le souligner. Ceci étant, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a de lourdes incertitudes sur tous ces points. D'abord, l'Ukraine, quelle sera-t-elle au lendemain du conflit ? Eh bien, ça va dépendre déjà des frontières de l'Ukraine. Et les frontières de l'Ukraine, on ne sait absolument pas à l'heure qu'il est ce qu'elles seront. Est-ce que ce seront les frontières d'avant le 24 février, d'avant 2014, ou est-ce que ce seront encore des frontières différentes ? Et là, on retombe sur les débats que j'ai évoqués tout à l'heure sur les buts de guerre. En ce qui concerne l'Union européenne, pour moi, il ne fait pas de doute que l'Ukraine va recevoir le statut de pays candidat. La question doit être tranchée dans quelques jours par l'Union européenne. Mais la question est de savoir dans quelles conditions et à quelle échéance se fera l'intégration. Les dirigeants européens soutiennent massivement l'Ukraine, je l'ai rappelé, vous le savez. Ceci étant, l'adhésion n'est pas pour demain. Monsieur Macron, et il n'est pas le seul, dans son discours du 9 mars à Strasbourg, a parlé d'un processus qui serait long, comme tous les processus d'adhésion ont été longs, et monsieur Macron a même parlé de plusieurs décennies. Ce qui, là, je cite le terme de plusieurs décennies, pas une ou deux, mais plusieurs. Et donc, il en conclut que l'Union européenne ne peut pas être à court terme le seul moyen de structurer le continent, et ce qu'il propose, c'est une communauté politique européenne définie comme un nouvel espace de coopération. Alors, je cite Macron, mais en fait, il n'est pas le seul. Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien, lui aussi a proposé une confédération européenne. En fait, est-ce que ce projet a des chances d'aboutir ? Rappelons-nous quand M. Mitterrand avait proposé une confédération européenne qui a été un échec total. Est-ce que le projet ébauché par M. Macron, par Enrico Letta et d'autres va plaire à l'Ukraine, va correspondre à ce que souhaite l'Ukraine? La question à mes yeux est surtout de savoir si le projet qui sera finalement retenu sera suffisant pour encourager l'Ukraine à mener à bien les réformes qui conditionnent l'adhésion. Rappelons-nous que l'Ukraine, avant la guerre, était engagée dans un processus de réforme, à la fois politique, économique, en fait, dans tous les domaines, qui était tout à fait réel, mais qui en même temps était long.
ça n'a pas été une trajectoire long fleuve tranquille, ça a été une voie qui a été difficile. Citons par exemple la question de la corruption. Avant le 24 février, l'Ukraine était un des pays les plus corrompus de la région. Et donc, avant d'adhérer, il faut que l'Ukraine fasse des réformes. Et ces réformes, bon, déjà, il faut finir la guerre, il faut reconstruire. Et ces réformes, eh bien, est-ce que le projet que l'Union européenne va lui proposer est à la hauteur? À mes yeux, c'est une question qui est tout à fait essentielle. Troisième question, de quel système de sécurité l'Ukraine sera-t-elle dotée? Est-ce que l'Ukraine va devenir un pays neutre? Alors, un projet, semble-t-il, a été déjà élaboré, notamment il a débouché, vous vous rappelez peut-être que fin mars, il y a eu une rencontre entre les négociateurs russes et ukrainiens à Istanbul, et là, semble-t-il, il y a un projet, semble-t-il, on n'a pas toujours des informations très précises, mais il semble qu'un projet ait été élaboré. Kiev renoncerait à sa candidature à l'OTAN et s'engagerait à devenir neutre, c'est-à-dire à ne pas participer à une alliance militaire et à ne pas accueillir sur son territoire des bases militaires étrangères, en échange de garanties de sécurité qui seraient données par les 5 États membres permanents du Conseil de sécurité, mais aussi le Canada, Israël, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et la Turquie. Et ces États s'engageraient à soutenir son intégration dans l'Union européenne en tant qu'État membre. Autrement dit, c'est un projet qui est très différent de l'intégration dans l'OTAN. Il n'est pas question d'une intégration dans une alliance, mais il est question d'un système de garantie multilatérale auquel la Russie serait partie prenante. Et un point très important, en réalité, ce projet serait crédibilisé par si on reconnaît à l'Ukraine le droit d'avoir des forces armées, parce qu'un des points qui change, c'est que les forces armées ukrainiennes sont déjà, mais sauf si elles sont liquidées à la fin de la guerre, mais enfin, elles pourraient être des forces armées puissantes, compétentes, et donc ça, ce serait un atout considérable pour l'Ukraine. Alors, si on en juge par le discours qui a été tenu par M. Zelensky à Davos le 23 mai, Kiev ne semble pas hostile à ce projet. Volodymyr Zelensky a dit que ce qu'il souhaitait, c'était que son pays, après la guerre, soit doté d'une armée puissante, avec un système de défense aérienne très avancé, et d'autre part, qu'il y ait un traité de sécurité avec des États partenaires dans lesquels l'Ukraine peut avoir confiance, qui serait ratifié par les parlements des États partenaires stratégiques. Donc vous voyez déjà le temps que tout cela va prendre. Autrement dit, un traité qui ne s'apparenterait absolument pas au mémorandum, au fameux mémorandum de Budapest qui avait été conclu en 1994 et dont le résultat a été lamentable. Alors, tout ça n'est pas simple. Parce que, en fait, la neutralité, ça pose beaucoup de questions. Rappelons-nous que, en fait, l'Ukraine a déjà été un État hors bloc, en tout cas entre 2010 et 2014. Ça a débouché sur l'annexion de la Crimée et l'intervention dans le Donbass. Et d'autre part, plus récemment, les candidatures à l'OTAN de la Suède et de la Finlande montrent que face à la menace russe, en fait, la neutralité est considérée aujourd'hui comme un signe de vulnérabilité. Alors, faut-il en revenir à l'adhésion à l'OTAN ? Au début de la guerre, M. Zelensky a annoncé qu'il renonçait à cet objectif. Qu'en sera-t-il demain? Là, il y a un grand point d'interrogation, mais il est clair que les candidatures à l'OTAN de la Suède et de la Finlande changent quand même la donne, parce qu'elles montrent que l'adhésion à l'UE n'est pas suffisante, puisque ce sont 2 pays membres de l'UE dans le domaine de la sécurité, et que d'autre part, eh bien, face à la menace actuelle, l'adhésion de l'OTAN, l'article 5, sont considérés comme la seule vraie garantie.
Quatrième et dernier point concernant l'Ukraine, quelles seront les relations de l'Ukraine avec la Russie? Cette question, en réalité, en rejoint beaucoup d'autres que nous devons nous poser. Je vais y revenir un peu relativement longuement dans les 5 minutes qui me restent à parler. La première est de savoir comment obtenir que la Russie ne soit plus une menace pour l'Ukraine et pour l'Europe. Comment arriverons-nous à obtenir plus jamais ça? Comment dissuader définitivement la Russie de renoncer à son attitude belliqueuse? Eh bien, ça, c'est toute la question qui est au cœur des débats sur les buts de guerre. En fait, quand on parle de la relation entre la Russie et l'Ukraine, il est clair qu'on en vient très vite à ce qu'on doit appeler un chat, c'est-à-dire à la réconciliation entre les deux États. Parler de réconciliation apparaît aujourd'hui déplacé, douloureux, mais pourtant, un jour, il faudra bien y arriver. Nous sommes bien placés ici pour le savoir. S'il y a eu construction européenne, c'est qu'il y a eu une réconciliation franco-allemande. Elle était le socle de la construction européenne. Cette réconciliation, elle n'est probablement pas possible tant que M. Poutine est au pouvoir, mais cette réconciliation, elle va devoir un jour s'opérer si on veut la paix sur notre continent, et si l'Ukraine veut la paix. Ça va pas être facile parce qu'elle exige de modifier toutes les bases des relations entre les deux pays. Elle exige notamment une réconciliation historiographique quand on se penche sur les relations entre l'Ukraine et la Russie. Alors, si on ne prend pas en compte l'histoire et l'historiographie, tout simplement, on n'a rien compris et on n'avance pas tant que la relation de la Russie avec l'Ukraine reste basée sur le refus de reconnaître une nation ukrainienne, sur le refus de reconnaître une pleine souveraineté de l'Ukraine, c'est-à-dire sur la reconnaissance de la légitimité des choix internes et externes de l'Ukraine, eh bien, il n'y aura pas de réconciliation entre les deux pays. Deuxième grande interrogation, c'est la Russie. S'il y a changement d'époque, c'est aussi parce que cette guerre marque sans nul doute un tournant dans l'histoire de la Russie. Alors là, il y a de très nombreux points que nous pourrions développer. Je vais juste en mentionner 2. D'une part, la fin de l'Empire russe et d'autre part, l'avenir très incertain de la Russie. La fin de l'Empire russe, rappelez-vous Brzezinski, on l'a tous en tête. Il y a déjà quelques 30 ans, Brzezinski disait « Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire ». Ben voilà, on y est maintenant. Il est clair que cette guerre marque la fin de l'empire russe, c'est-à-dire avec l'Ukraine, c'est-à-dire la fin de la période impériale de la Russie. Alors, nous pouvons développer ce point dans le débat. Il est clair que cette question de la fin de l'Empire rejoint l'échec de la politique de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Ça, c'est tout à fait clair. Depuis 30 ans, la Russie a fait erreur sur erreur dans ses relations avec l'Ukraine, mais aussi erreur dans l'espace post-soviétique. Et là, je ne résiste pas au plaisir de citer Andrei Kortunov parce que c'est un chercheur qui est en réalité proche du pouvoir, directeur d'un centre d'un think tank proche du pouvoir, et qui a récemment expliqué que la Russie s'était montrée, je cite, arrogante et égoïste, aveuglée par le syndrome du grand frère, et qu'elle avait été impuissante à proposer un modèle de développement qui lui aurait permis de devenir une locomotive dans la région. En fait, et que c'était la raison de l'échec de la Russie dans cet espace. Alors, le deuxième point, c'est que l'avenir de la Russie s'annonce aujourd'hui
très incertain. Un autre chercheur russe qui, lui, est habituellement très critique de M. Poutine, et donc on s'attend à de nouvelles critiques de sa part, mais lui dit sans ambages, en Ukraine, la Russie mène une guerre contre elle-même, et elle va sortir de cette guerre très affaiblie, en tout cas économiquement, diplomatiquement, dans tous les secteurs en réalité, et elle risque de devenir l'homme malade de l'Europe. Sa situation économique est problématique depuis longtemps, mais ça, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Et sur le plan diplomatique, la Russie est désormais isolée sur la scène internationale, du moins sur son flanc occidental. En quelques jours, la Russie est devenue un État paria. Là aussi, on peut développer cette idée. Alors, cet isolement, je le souligne tout de suite, n'est pas un isolement mondial. C'est bien pour ça que j'ai précisé sur son flanc occidental. La Chine, l'Inde et un certain nombre de pays émergents soutiennent, ou en tout cas ne condamnent pas la Russie. Ceci étant, ce que je voudrais souligner, c'est que même si c'est un isolement sur le front occidental, eh bien, la rupture russo-occidentale qui résulte de la guerre en Ukraine bouleverse la place de la Russie dans le monde. Elle est une rupture historique majeure, d'autant que la Russie est un pays européen ou un pays eurasiatique qui est majoritairement tourné depuis très longtemps vers l'Europe et les États-Unis. Et donc, cette rupture avec l'Occident ne peut pas ne pas avoir des répercussions très importantes. Je fais allusion, par exemple, dans le domaine énergétique, la suspension des achats de pétrole, ça veut dire là une rupture majeure. Vous avez vu aussi dans le domaine universitaire, parce que c'est très important, les jeunes, la décision de la Russie de sortir du processus de Bologne, en réalité, c'est une autre façon de fermer les frontières de la Russie. Rappelons-le, le centre de gravité de la Russie a toujours été en Europe, et c'est un point qui s'est accentué dans le domaine socio-économique, démographique depuis 1991. Alors certes, il y a ce partenariat avec la Chine qui est excellent, qui s'est développé, mais il reste malgré tout que le centre de gravité de la Russie reste en Europe. Alors, comme j'ai épuisé mon temps, je voudrais juste mentionner mon troisième point que nous pourrons développer dans le débat si vous le souhaitez. Ces événements ont déjà bouleversé les équilibres stratégiques en Europe. La menace russe a renforcé l'unité européenne et les liens transatlantiques. Je dis ça d'un ton affirmé, mais tout en ayant présent à l'esprit les divisions, les débats qui existent. Mais malgré tout, n'oublions pas que l'essentiel, c'est le renforcement de l'unité, de la solidarité européenne et transatlantique. Et le fait que des sanctions de très forte intensité aient été adoptées en quelques jours à l'unanimité, en coordination avec les États-Unis, le montre bien. D'autre part, eh bien, la conséquence de tout cela, c'est que l'Europe est à nouveau divisée. Elle est à nouveau divisée, mais en même temps, la division s'impose sur des lignes très différentes de celles qui avaient prévalu en 1945, puisque l'Union européenne s'est élargie à l'Est en 2004, nous le savons, et que d'autre part, elle va vraisemblablement continuer à s'élargir à l'Est, à l'Ukraine, peut-être à d'autres pays, notamment la Moldavie, la Géorgie, sans compter les pays des Balkans, et en excluant la Russie. Troisième point, et tout ça se rejoint, l'OTAN est renforcée. Rappelez-vous la proposition entre guillemets, c'était plutôt une menace,
que M. Poutine a faites le 17 décembre dans les propositions d'accord russo-américains et russo-otaniens sur la suspension de l'élargissement à l'est de l'OTAN et sur le retour aux frontières d'avant 1997, c'est-à-dire avant les élargissements à l'est de l'Alliance Atlantique. En réalité, le résultat de l'invasion de l'Ukraine, c'est exactement l'inverse. Non seulement l'OTAN n'est pas affaiblie, mais l'OTAN est renforcée. Elle est renforcée par la solidarité de ses membres, elle est renforcée par la candidature de la Suède et de la Finlande. Alors, le chantier de l'architecture de la sécurité européenne n'est pas terminé. C'est un grand chantier que nous avons devant vous. Et encore une fois, on ne peut pas faire l'impasse sur la Russie. Cette Russie, bon, ai-je besoin de le rappeler, c'est quand même 140 millions d'habitants, un territoire gigantesque, une puissance nucléaire, des ressources très abondantes en énergie et en matières premières. On ne peut pas passer la Russie sous silence, quelle qu'elle soit. Et donc, dans la future architecture de sécurité européenne, il faudra tenir compte de la Russie. Sinon, on n'aura jamais de paix. Mais comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, ça, c'est une très grande inconnue. Et je terminerai en disant mon quatrième point de ce troisième point. Ce sont les répercussions planétaires de la guerre. Je fais bien sûr référence aux céréales et aux questions énergétiques dont on parle tous les jours, mais je fais aussi référence à ces pays d'Afrique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, qui soutiennent ou en tout cas ne prennent pas parti contre la Russie, ce qui montre bien que, eh bien, il y a une solidarité occidentale qui est très très forte, mais en même temps, eh bien, on a une partie du monde qui ne nous suit pas et donc qui risque de déboucher, ça risque de déboucher sur une compétition à l'échelle planétaire entre les pays occidentaux et la Russie, avec toutes les conséquences dans plusieurs domaines que cela peut avoir. Voilà, pardon d'avoir été un tout petit peu longue, mais je serais très contente maintenant d'avoir votre avis sur sa question et je suis ouverte à toutes vos questions. Alors, je vais reprendre mon bic qui est tombé. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci, Anne, pour votre présentation qui montre que la qualité de l'analyse dépend de la connaissance du détail et de la capacité à les surmonter. Vous êtes cordialement invités à poser vos questions. Il y a un micro. Voilà, il y a déjà, je vois, plusieurs questions à droite. Agnès. Je vous laisse, voilà. Bonjour et merci pour votre exposé. Deux questions très différentes. La première étant sur la... Je peine à comprendre le concept de guerre longue. Je lisais encore hier que M. Zelensky disait qu'il perdait les 100 soldats perdaient la vie par jour, 500 étaient blessés. Si je multiplie par 365, ça doit faire 220 000 personnes par an qui sont hors d'état de combattre. Donc est-ce qu'on ne s'achemine pas plus vers un mode de guérilla type Afghanistan qu'une guerre de position, comme on la voit aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est le rôle de l'Allemagne, puisqu'on est là aussi pour parler de l'Allemagne, mais le rôle de l'Allemagne dans la gestion, dans la négociation de conflits, après avoir fait, je pense, une petite partie de mea culpa sur la façon dont la relation germano-russe a été envisagée pendant quelques années, quelle est aujourd'hui la position et la place de l'Allemagne dans les discussions. Merci. Est-ce que je réponds question par question ou qu'est-ce que vous préférez? Vu que le temps avance, peut-être on va prendre plusieurs questions. Je crois que Agnès. Oui, je me présente, Agnès Voisard. Je suis professeure à la Freie Université de Berlin dans le domaine de l'informatique. Et en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'éducation universitaire en ce moment? Étant donné que la France peut accueillir certains étudiants, mais il y a quand même l'obstacle de la langue, et surtout en France.
Merci. Ma question reviendra un tout petit peu dans l'histoire. À quel moment est-ce que l'Ukraine a décidé de rendre ses armes nucléaires à la Russie? Est-ce que ça s'était fait par un accord écrit ou un accord formel? Parce qu'on n'en parle plus du tout. Merci. Bon, alors je vais déjà, parce que sinon on est... alors, le concept de guerre longue. Alors, je veux dire, tous les jours qui passent, c'est une guerre longue. Ce qui apparaît, c'est que au jour d'aujourd'hui, ni les Russes ni les Ukrainiens n'estiment qu'un cessez-le-feu serait dans les intérêts. Alors bien sûr, quand on se réfère à des questions humanitaires, il faut s'arrêter tout de suite, parce que en effet, il y a des morts et les morts sont nombreux. Bon, vous le savez, on n'a pas vraiment de chiffres fiables sur les morts, mais ce qui apparaît déjà clairement, c'est que du côté russe, il y a davantage de morts que pendant toute la guerre en Afghanistan. C'était grosso modo 15 000 morts, guerre en Afghanistan qui a duré 10 ans. Et donc là, on parle de même pas 4 mois. Donc, c'est tragique sur le plan humanitaire. Mais quand on réfléchit aux questions stratégiques, en fait, pour les Russes, au jour d'aujourd'hui, s'arrêter, ça voudrait dire reconnaître une défaite, ce qui pour M. Poutine est totalement inacceptable. Et donc, même si c'est en aucunement l'intérêt de la Russie, je l'ai dit, dans tous les domaines, diplomatiques, économiques, humanitaires évidemment et autres, eh bien, M. Poutine continuera, soyons sûrs, jusqu'à ce qu'il estime, s'il y arrive, parce qu'il n'est pas sûr qu'il y arrive, mais à atteindre les buts recherchés. Et quant à l'Ukraine, eh bien, pour le moment, étant donné la résistance qu'elle continue à arriver la résistance qu'elle oppose aux forces armées russes, ce qu'elle continue à vouloir, c'est à bouter les forces russes en dehors du territoire. Et là, en réalité, je reviens à ce que je disais sur les buts de guerre, on ne sait pas vraiment ce que ça voudrait dire. Est-ce que M. Zelensky, un beau jour, dira stop et acceptera qu'il y ait des négociations portant sur la Crimée et le Donbass? Et le Donbass, quel Donbass? Les deux républiques autoproclamées qui sont reconnues indépendantes par la Russie, ou l'ensemble de la région administrative du Donbass? On ne sait pas. Mais pour le moment, M. Zelensky, en réalité, je pense que Volodymyr Zelensky n'a pas le choix, parce que s'il faisait un autre choix que de refuser ce qu'il appelle une capitulation, en réalité, je pense que ça ne serait pas accepté par la population ukrainienne. Et ça débouche sur la grande question, que faut-il faire pour arriver à une paix qui soit durable ? Parce que faire un cessez-le-feu aujourd'hui, ben oui, on arrête les morts et c'est fondamental, mais en même temps, je veux dire, si la Russie utilise le temps de paix, entre guillemets, pour reconstituer des forces et pour recommencer une autre campagne ukrainienne, je veux dire, on aura tout perdu. Et donc, moi, j'ai pas de réponse à cette question, mais c'est la question centrale. Que faut-il faire pour plus jamais ça? Voilà. Et donc, eh bien, le concept de guerre longue, on parle de mois, et des mois, ça serait déjà immense. J'ai lu quelque part que les autorités ukrainiennes pensaient que cette guerre pourrait durer jusqu'au début de l'année 2023, que les Russes étaient prêts à aller continuer indéfiniment. Bon, tout ça, en réalité, on ne sait pas grand-chose. Le rôle de l'Allemagne dans la gestion de la guerre, j'attends de vous que vous m'expliquiez ce qu'il en est, parce que moi, je dois dire que je ne comprends pas tout. Et je dois dire que j'ai été extrêmement frappée par l'article qui est paru dans le Spiegel. Alors, je l'ai lu dans la version en anglais, en international, qui est une critique extrêmement vive, mais vous l'avez lu comme moi, de la politique du chancelier Scholz. Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que en Europe, il y a clairement aujourd'hui deux catégories de pays. D'un côté, il y a l'Allemagne, la France, l'Italie, qui estiment qu'il faudrait qu'il y ait
un cessez-le-feu le plus rapide possible pour mettre fin à la guerre, et avec un monsieur Macron qui parle, ce qui personnellement me révolte absolument, de la nécessité de ne pas humilier la Russie. Et ça me révolte parce que humilier la Russie, mais quand on voit à quel point la Russie peut humilier l'Ukraine depuis des années et encore plus depuis quelques mois, ça me paraît très peu diplomatique et très malvenu de parler de concept d'humiliation. Et puis d'autre part, on a d'autres pays, et notamment les pays de l'Est de l'Europe, qui, vous le savez, sont convaincus qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'à la défaite de la Russie pour arriver à obtenir que la Russie ne puisse plus se montrer belliqueuse. Alors, il est clair que dans le domaine de la livraison des armements, l'Allemagne a été lente à donner son accord à des livraisons d'armes, comme la France l'a aussi été. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'il en est pour l'Allemagne, pour la France. Si la France a été lente, c'est aussi notamment parce que la France n'avait pas de stock qui lui permettait d'être beaucoup plus généreuse qu'elle ne l'a été. Et que dans ce domaine-là, ce sont les États-Unis qui sont les leaders et qui sont la puissance. Ils ont des stocks qui sont à l'évidence très importants et qui leur permettent d'être leaders dans ce domaine de la livraison des armements. Alors, la question de l'université, alors ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante et à laquelle je suis particulièrement sensible, dans la mesure où je me suis beaucoup investie dans des programmes de coopération universitaire avec la Russie et dans une moindre mesure avec l'Ukraine. Mais avec la Russie, j'ai été très investie pendant quelques 20 ans. Et comme vous le savez, eh bien, depuis le 24 février, tout est rompu, tout est suspendu. Et tout est suspendu, je veux dire, toutes les coopérations institutionnelles sont suspendues avec la Russie à partir du moment où il y a eu cette fameuse lettre ouverte des recteurs d'universités russes qui approuvaient la décision de M. Poutine d'envahir l'Ukraine. C'était pas possible de continuer des coopérations institutionnelles. Alors, est-ce que ces recteurs russes avaient le choix? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais en attendant, on a une lettre ouverte avec la signature des recteurs, notamment ceux avec lesquels on avait des coopérations institutionnelles qui soutiennent la guerre. Et donc, c'est tout simplement tragique parce que ça veut dire que maintenant, on a des jeunes Russes avec lesquels on ne peut plus travailler. Alors ceux qui sont en France, bien sûr, continuent leur programme, ça c'est clair, et je sais que dans beaucoup d'universités, probablement dans toutes, mais on fait extrêmement attention à s'occuper particulièrement de ces étudiants russes. Il reste que c'est un problème difficile et la décision de sortir du processus de Bologne est une décision qui est tragique parce que même le jour où les échanges repartiront, quand, on ne sait pas, mais enfin, eh bien, si la Russie n'est plus dans Bologne, ça va compliquer les choses. Alors, avec les Ukrainiens, oui, vous avez raison, il y a une question de langue, mais la question de langue, elle se pose pas plus qu'elle ne s'est posée pour les Russes et pour les Ukrainiens. Et en fait, ce qu'on a vu tous ces derniers mois, c'est qu'il y avait de très, très, très nombreux jeunes Ukrainiens qui parlaient sinon français ou allemand, mais en tout cas anglais, et qui étaient très ouverts sur le monde. Et bon, nous, il y a longtemps à Sciences Po, à l'INALCO, qu'on accueille des jeunes Ukrainiens, et donc on en accueille un peu plus maintenant. Mais enfin bon, la France n'est pas un des premiers pays d'accueil, et de loin, vous le savez, c'est la Pologne. Et en Pologne, eh bien, il n'y a pas de problème de langue, puisque l'ukrainien est très proche du polonais. Et donc, ukrainien et polonais s'entendent très, très, très facilement. Là, il y a une question douloureuse et qui va
aussi impacté, parce que l'avenir de nos relations avec l'Ukraine et la Russie, ça passe aussi par les jeunes, donc ça c'est très important. Les armes nucléaires, alors les armes nucléaires c'est 94. 94 et justement c'est le fameux mémorandum de Budapest. En réalité c'est une question, je voudrais pas trop m'étendre, mais qui est extrêmement intéressante et extrêmement importante. Parce que au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, la grande peur des États-Unis, comme de tous les pays occidentaux, mais c'est les États-Unis qui ont géré l'affaire, c'était d'empêcher une prolifération des armes nucléaires. Et donc, nous avons tous reconnu la Russie comme seule puissance nucléaire, et les États-Unis ont demandé aux autres États de l'espace post-soviétique de transférer les armes nucléaires qui étaient stationnées sur leur territoire, de les transférer en Russie. Alors, l'Ukraine a accepté. Et en fait, l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie étaient les trois anciennes républiques qui étaient les plus concernées parce que c'est sur leur sol qu'il y avait des armes stratégiques qui étaient stationnées, donc les armes les plus importantes. L'Ukraine a accepté, mais en même temps, l'Ukraine a demandé une contrepartie. L'Ukraine a compris qu'en définitive, il n'y avait pas grand monde dans le monde qui s'intéressait à l'Ukraine et que là, avec cette question nucléaire, eh bien, il y avait un outil politique qu'elle pouvait peut-être valoriser pour qu'il y ait des gens qui s'aperçoivent qu'il y avait un pays, l'Ukraine, plus de 40 millions d'habitants qui existait et dont il faudrait s'occuper. Et donc, elle a demandé en échange une aide financière, économique, elle a demandé un certain nombre de choses, et notamment, elle a demandé un accord avec des garanties de sécurité. Et c'est là, en fait, on est en 92, et c'est là où, moi, je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant. L'Union soviétique vient de s'effondrer, et on a une Ukraine qui demande des garanties de sécurité aux États-Unis. Mais aux États-Unis, contre qui ? Forcément, c'était contre la Russie. Et donc, tout de suite, en fait, on a vu à ce moment-là qu'il y avait un vrai problème entre la Russie et l'Ukraine. Toujours est-il que cet accord a été très long à négocier. Il y a eu beaucoup de rencontres entre les États-Unis et les Ukrainiens. Ce qui a eu une conséquence importante, c'est que Ukrainiens et Américains ont appris à se connaître, que les États-Unis ont réalisé bien davantage qu'ils ne l'avaient fait jusqu'à maintenant, qu'il y avait un peuple ukrainien, une nation ukrainienne, et que ça a été le début de la coopération américano-ukrainienne. Et donc, ça a débouché sur un accord en janvier 94 où l'Ukraine a accepté de transférer ses armes nucléaires à la Russie en contrepartie de ces fameux garanties sécuritaires qui ont été avalisées à Budapest quelques mois plus tard dans le cadre d'une conférence de la CSCE, de l'OSCE. Et donc voilà, c'est 94. Le seul problème, c'est que ces garanties de sécurité, il y avait finalement aucun engagement qui était véritablement pris, aucune obligation d'engagement. C'est-à-dire que très bien, on a signé cet accord, l'Ukraine a respecté scrupuleusement tous ses engagements, mais en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée, eh bien, tout le monde avait oublié le mémorandum de Budapest qui, en réalité, n'a été qu'un chiffon de papier. Ça explique aussi toutes les demandes faites aujourd'hui par les Ukrainiens, une neutralité, oui, mais dans quel cadre et avec quelle garantie? Absolument, absolument. Et la Chine, en réalité, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Voilà, Emmanuel et Martine, je crois, vous avez des questions. Et d'autres. Merci beaucoup, Madame le professeur. Emmanuel Montagnier, je suis le directeur général des conseillers de commerce extérieur. J'ai juste un commentaire sur la notion de guerre longue. En fait, c'est une ineptie. La guerre, en fait, c'est une dialectique entre différentes personnes. Elle s'arrête le jour où une des deux parties a décidé d'atteindre ses objectifs militaires. Et on ne sait pas quels sont les objectifs militaires, en tout cas des Russes et encore moins des Ukrainiens. Et quand Madame parlait tout à l'heure, je ne vais pas faire un cours d'histoire, je connais bien un peu l'histoire de la guerre, c'est aujourd'hui les ratios que Madame a évoqués, c'est les mêmes que ceux de la guerre des Malouines, c'est les mêmes que ceux de la guerre des 6 jours, et c'est les mêmes que ceux de la guerre entre le Hezbollah et Israël. Donc c'est des ratios de conflits de haute intensité.
Et on a un petit peu oublié, nous, ce que c'était que les conflits de haute intensité pour des raisons aussi politiques. Moi, la seule question que j'avais, madame, c'était par rapport aux minorités ukrainiennes russophones. Oui. Comment aujourd'hui, en fonction de l'évolution de la situation, comment ces minorités vont réagir? Comment Kiev va pouvoir interagir avec elles, sachant qu'on a quand même un précédent historique, qui est le Kosovo. Et finalement, on a bien vu qu'à la fin d'un conflit, de ce conflit-là, il y a eu quand même une jurisprudence où, sur un territoire donné, finalement, la majorité qui était minoritaire sur l'ensemble du pays a quand même décidé d'aller vers un référendum d'autodétermination et que ça menait à terme à l'indépendance du Kosovo. Merci. Martin Gruban de la Fondation Genshagen. Merci Anne de vos propos. J'ai juste une petite question quant à la Russie et puis une remarque quant à l'Allemagne. Pour la Russie, j'aimerais bien avoir votre opinion sur l'avenir du régime de Poutine. Vous avez parlé de voix en Russie, à Moscou, dans des think tanks, dans des universités, mais est-ce que vous voyez une évolution? Dans quel sens? Est-ce qu'on pourrait imaginer, dans un temps ou un autre, une Europe sans Poutine? Et il y a un lien direct à mon deuxième point, c'est l'architecture de sécurité en Europe à l'avenir. J'ai pu assister tout récemment à un débat germano-polonais avec le ministre des Affaires étrangères polonais qui posait aux collègues allemands à la fin du débat une simple question: mais vos propos en Allemagne sur un système de sécurité en Europe à l'avenir, est-ce que ce sera dans vos yeux, dans vos esprits, un système de sécurité avec Poutine ou contre Poutine? Et la réponse polonaise est très claire. Elle est très très claire là-dessus. Et l'impression que j'ai actuellement, vous parliez de l'unité en Europe, heureusement dans l'Occident, dans l'Occident européen, dans l'UE, etc., l'OTAN. Heureusement que ça existe, mais est-ce que ce sera durable? Et quand je regarde l'évolution du débat en Pologne, en Allemagne et en France aussi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des divergences qui se creusent, qu'il y a même des méfiances, mais plus que ça, je dirais. En Pologne, la France est très mal vue actuellement, très très mal vue. Et l'Allemagne aussi d'ailleurs. Et je crains actuellement que notre réflexe, ici dans la salle et aussi ailleurs, notre réflexe franco-allemand, est-ce qu'il existe vraiment dans cette crise, dans cette guerre, dans cette situation actuelle vis-à-vis de la Russie? Est-ce que ça existe vraiment, ou est-ce qu'il existe une position française, une position allemande, ou des positions allemandes et une position polonaise? Pour l'Allemagne, très brièvement à la fin, je pense que l'Allemagne est en train d'essayer en fait de rattraper un retard énorme de débat stratégique. On a raté depuis des années de mener vraiment un vrai débat sur la sécurité en Europe, sur le positionnement de l'Allemagne dans la politique de sécurité dans le monde et aussi en Europe. Il y a eu des discours en 2014 lors de la conférence de sécurité à Munich de Steinmeier, de l'actuel président de la Commission européenne, von der Leyen, etc., de prendre plus de responsabilités dans le monde. Mais rien n'est passé après. Il n'y a pas eu de débat en Allemagne. Il y a un manque de débat stratégique en Allemagne depuis longtemps. Et aujourd'hui, je crois, on est malheureusement dans la situation de faire deux choses en même temps en Allemagne, de rattraper ce retard stratégique, de débat stratégique, et en même temps de prendre des décisions très douloureuses pour une Allemagne, avec le passé qu'on a, de livraison d'armes en Ukraine, dans une région où l'Allemagne a été très présente, et on le sait très bien, lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une situation très très difficile. Il n'y a pas une position allemande dans cette situation, il y a des positions. On mène un débat avec des positions très différentes. Ça a été le cas vis-à-vis de la Russie, de la Russie depuis 10 ans, 20 ans, et c'est le cas encore aujourd'hui. Donc l'Allemagne restera, à mon avis, un partenaire très très difficile pour l'Ukraine, mais aussi pour la Pologne et la France. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Alors, je commence par vous, monsieur. En fait, je suis un peu perplexe pour vous répondre, parce que justement, ce que toutes les évolutions de ces derniers mois nous ont montré, c'est que les minorités ukrainiennes russophones, en fait, ça n'existe plus. Je suis un peu brutale peut-être pour vous dire ça. Ce que je veux dire par là, bien sûr, il y a encore des minorités qui existent, mais ce que je veux dire par là, c'est que les Ukrainiens russophones ont montré qu'ils étaient d'abord citoyens ukrainiens. Et il y a eu une solidarité formidable de toute la nation. Quand je parlais tout à l'heure de la nation en armes, c'est vraiment la nation, et cette nation, elle est aussi bien ukrainophone que russophone. Et d'ailleurs, vous savez comme moi qu'en définitive, les Ukrainiens, ils sont tous, pour la plupart d'entre eux, ils sont aussi russophones, c'est-à-dire qu'ils sont bilingues. Et ce qu'on a vu dans les régions du sud et de l'est de l'Ukraine ces derniers temps, c'est qu'en fait, ces villes étaient majoritairement russophones, mais finalement, elles se sont opposées massivement à l'envahisseur russe. Elles n'ont nullement considéré que les forces armées russes étaient des libérateurs, je cite Monsieur Poutine, mais au contraire, elles les ont considérés comme des envahisseurs. Et donc ça, je pense que c'est le point le plus fondamental de l'évolution de la Russie aujourd'hui. Ça confirme qu'il y a bien une nation ukrainienne, et cette nation ukrainienne, il se trouve qu'elle est très largement bilingue. Et je ne doute pas que dans les années post-conflit, les autorités ukrainiennes, quelles qu'elles soient, auront à l'égard des minorités russophones ou autres, mais une politique d'inclusion et non pas d'autrement. Alors, le régime de M. Poutine, là, vous posez en réalité une question à laquelle personne ne peut répondre. Et bon, je lis tout ce que, grosso modo, tout ce que, enfin, pas ce qui est en allemand, malheureusement, mais enfin, dans les langues que je connais, c'est-à-dire que d'une part, la maladie de M. Poutine, bon, clairement, il est malade, ça se voit sur sa figure, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de durée de vie? Personne n'en sait rien. En tout cas, dans les sources ouvertes, personne n'en sait rien. Personne ne sait non plus ce que sera l'après-Poutine. Alors, on voit qu'il y a eu des tensions de personnes au sein du Kremlin. On voit d'autre part que le pouvoir de M. Poutine est de plus en plus dictatorial. Nous avons tous présent à l'esprit cette séance invraisemblable du 21 février du Conseil de sécurité russe où on a vu M. Poutine avec vraiment ses très proches, le cercle dirigeant russe, et à M. Poutine qui n'hésitait pas à humilier ses proches. Enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable. Finalement, le Kremlin reste une grande boîte noire et on ne sait rien sur la durée de M. Poutine et sur l'après M. Poutine, où on peut faire des hypothèses, mais enfin, ça ne va pas plus loin que des hypothèses. Alors, j'en viens au deuxième point que vous soulignez. Est-ce que dans les négociations pour l'après-guerre, on pourra faire avec M. Poutine? Mais ça me paraît complètement impossible. Je veux dire, là, le président Poutine a été trop loin pour qu'on puisse jamais retrouver une confiance. Avec ou contre la Russie, pas forcément avec Poutine. Ah oui, mais avec la Russie, en réalité, tout dépendra de la nature du pouvoir en Russie après M. Poutine. Et donc, on bute, c'est pour ça tout que j'ai commencé en vous parlant d'incertitude, parce qu'en réalité, quand on essaye d'analyser et de faire des projections, on a énormément de mal, tout simplement parce que on a des données fondamentales qui nous manquent. On ne sait pas combien de temps M. Poutine va durer. On ne sait pas qui il y aura après M. Poutine. Et donc, quelle sera la nature du régime politique en Russie. Et finalement, tout dépend de la nature du régime politique en Russie. Si la Russie se dote, la population russe se dote d'un régime politique qui soit plus acceptable pour les pays occidentaux, il est clair qu'on va relancer la coopération avec la Russie
je ne dis pas certainement facilement, mais quand même, elle va pouvoir être relancée. Si on a un régime qui continue sur la lancée de M. Poutine, ça va être beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, ça sera quelle Russie? On ne sait pas. L'incertitude est majeure. Dans le domaine économique, il est à peu près évident que la Russie va être extrêmement affaiblie. Je disais à Jacqueline tout à l'heure que j'ai lu il y a 48 heures un article sur le démantèlement de la Russie, conséquence inéluctable de l'invasion de l'Ukraine. Bon, est-ce que la Russie existera toujours? Est-ce qu'elle va éclater comme a éclaté l'Union soviétique, comme a éclaté en son temps l'Empire russe? Bon, pardon de ne pas avoir d'idée bien définie sur la question, mais je vous ai bien prévenu en commençant que, en fait, il y avait sur beaucoup de sujets, il serait présomptueux d'avoir des idées trop définitives. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que si on n'a pas en face de nous des interlocuteurs dans lesquels on peut avoir confiance, on n'arrivera à rien. Une architecture européenne de sécurité, il est clair qu'il va falloir inclure la Russie. C'est tout à fait clair. Mais sur quelle base et comment? Eh bien, ça dépendra de l'évolution de la Russie et ça dépendra de la possibilité ou non d'avoir confiance dans les gens qui la gouvernent. Alors, la durabilité de la solidarité, là, vous touchez à un point qui est complètement essentiel. Et en réalité, c'est bien sur ce point que M. Poutine compte. Parce que, bon, ça fait 20 ans qu'il sait que, eh bien, les Européens et Américains, ils sont capables de solidarité très grande, mais tout ça, ça bute dès qu'il y a des problèmes, hop, il y a des divisions qui émergent et qui donc affaiblissent les politiques menées. C'est clairement ce que M. Poutine veut. Et une des caractéristiques de sa politique à l'égard de l'Union européenne et des États-Unis a été toujours, comme d'ailleurs du temps de l'Union soviétique faisaient les dirigeants soviétiques, ça a été de diviser. Diviser pour régner, c'est un principe immuable. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il est clair que, eh bien, plus les populations et les opinions publiques, les populations rencontreront des difficultés socio-économiques, voire politiques, plus ça sera difficile de maintenir des solidarités. Et ça, c'est un point sur lequel, pour le moment, nous devons reconnaître que les prévisions économiques ne sont pas très favorables. Ça sera plus difficile. Mais il faut tenir. Alors, je connais mal la question de l'Allemagne, mais quand même, il me semble qu'il y a eu un véritable tournant sur le plan sécuritaire qui a été pris par l'Allemagne, avec cette décision de hausser jusqu'à 2% les dépenses de défense, ce fonds qui a été créé de 100 milliards d'euros. Tout ça, ce sont, me semble-t-il, dans le domaine sécuritaire, un tournant. Après, les débats internes qu'il y a en Allemagne, et il y a un acteur que vous n'avez pas cité, et ça, c'est moi qui vous pose la question, j'aimerais beaucoup que vous m'expliquiez quelle est la position des milieux d'affaires en Allemagne, les milieux économiques, quelle est justement leur vision sur l'avenir de la Russie, sur la question du cessez-le-feu, sur la poursuite ou non de la guerre. Il y a un autre point qui risque de se poser, c'est la question des relations avec les États-Unis. Avec le président Biden, nous vivons une période, malgré des difficultés, mais nous vivons une période d'euphorie. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment des prochaines élections présidentielles? Qui va être président des États-Unis? Je crois que personne d'entre nous n'a envie de revoir M. Trump arriver à la Maison-Blanche, mais semble-t-il, c'est une option qu'il ne faut pas totalement exclure. Et imaginons que Trump soit au pouvoir aujourd'hui à Washington, quel aurait été, alors là, le désordre que ça aurait créé dans les réactions à la décision russe d'envahir
d'envahir l'Ukraine. Donc, durabilité, vous avez tout à fait raison, c'est le point complètement essentiel. Et finalement, c'est à nous tous à faire en sorte qu'on continue à avoir des positions qui sont des positions de solidarité avec l'Ukraine et entre nous. Mais rien ne le garantit. Le travail reste à faire. Prenons exemple sur les Ukrainiens. Merci encore une fois, Anne. Merci à vous.